j'ai mis en évidence cette zone qui est particulièrement concernée. Je rappelle donc que j'ai prévu de traiter le tronçon Les Mains à Hoste pour parler des villages et des villes d'aujourd'hui. Les Mains étant bien entendu dans la banlieue de Chambéry, comme je pense tout le monde le sait. Les Mains est d'ailleurs situé sur cette carte en relief. Et vous voyez donc l'objectif, c'est d'aller de Les Mains à Hoste. Le tronçon, a priori, vous voyez, il n'est pas très grand. Vous avez l'échelle en bas, 5 km qui vous est donnée. Mais il faut franchir, en fait, l'Épine et, secondairement, le Mont-Tournier qui se trouve un peu plus à l'ouest. Je rappelle que ces deux chaînes de montagne sont des chaînes de montagne du Jura. Pas du Jurassique, du Jura. C'est le Jura géographique qui se termine à cet endroit, géologiquement parlant. Il n'a rien à voir ni avec les Bauges, ni avec la Chartreuse. C'est important. Alors, les franchissements des chaînons jurassiens de l'Épine et du Mont-Tournier, dans la table de Peutinger, comme on en a parlé ce matin, il y a deux tronçons qui sont concernés. Le premier tronçon, c'est les Mains-Caux, la Visconne, ou la Visconne, ou les Mains-Comme, etc. Si on prend l'itinéraire d'Antonin, ou si on prend la table de Peutinger, on n'a pas tout à fait les mêmes dénominations. Et on a un second tronçon qui va de la Visconne à Augustum, à Reuss. Tous les deux sont, selon la table de Peutinger, de 14 000 de longueur. D'accord? Et sur ces possibilités d'itinéraire que l'on va évoquer maintenant, il y a trois hypothèses principales qui ont toujours été retenues ou qui ont évolué au fil du temps par les chercheurs et les érudits locaux. La première, alors, je ne sais pas si vous êtes pour certains assez loin, je ne suis pas sûr que vous arriviez à bien lire cette carte. La première hypothèse qui a été envisagée, c'est l'hypothèse de la rive droite de l'Yèvre. Le col de Cou, personne ne remet en cause un éventuel passage d'une voie romaine par le col de Cou. Je rappelle que le col de Cou permet à partir de Chambéry d'aller aux échelles. Pour ceux qui connaissent, grosso modo, c'est sur la route de Lyon. Et cette hypothèse en rive droite de l'Yèvre, vous voyez, et ce ruisseau, torrent, puis ruisseau, puis rivière qui coule au fond de cette vallée, dès 1857, Timoléon Chaperon, dans un ouvrage qui s'appelle La carte des environs de Chambéry au XIVe siècle, le fait passer par un lieu-dit qui s'appelle Courbières, qui est ici. J'allais dire, malheureusement, cet itinéraire de référence va longtemps servir à tous ceux qui vont reprendre l'hypothèse d'une voie romaine dans le Val de Cou. Alors, il y a Gabriel Pérouse, qui était archiviste départemental au début du XXe siècle, qui faisait également défiler la voie, bien entendu, toujours par la Courbière, sous le château Saint-Claude. Le château Saint-Claude, à Saint-Cassin, il est ici. Il est sur une éminence ici. Il y a Paluel Guillard, l'historien, qui est décédé assez récemment, qui reprend également dans un ouvrage consacré aux communes de ce canton, qui reprend également cette hypothèse. Et enfin, il y a Bernard de Meaux, qui lui aussi, dans un ouvrage consacré à Chambéry, dit que la voie passait par la Courbière. Enfin, il y a Aimé Bocquet, pour ceux qui le connaissent, qui est, à mon avis, qui est le proto-historien de référence du Sud-Est, malheureusement décédé, et je rappelle, qui exerçait la profession de chirurgien dentiste. Cet homme a écrit énormément sur la proto-histoire dans la région, et il a notamment écrit un ouvrage sur le passage d'Hannibal
par ce col de cou. Alors, lui, reprenant également toujours cette hypothèse de Courbière, sans aller sur les lieux, il me l'a confirmé parce que j'ai discuté de cela avec lui, parce que quand je suis arrivé dans la région en provenance de la Lorraine, il y a 15 ans, au moment où je suis venu à la retraite, en fait, il a reconnu, j'ai tenté de lui faire reprendre son hypothèse du Val-de-Cou, mais il m'a écouté, il a reconnu qu'il n'était jamais allé reconnaître cet itinéraire, mais qu'il faisait quand même passer par cet itinéraire les troupes qui, lors de la première embuscade des Allobroges, je dis bien des Allobroges et non pas des Ceutrons ou des Centrons, en fait, ont attaqué l'armée d'Hannibal. Lui, il la faisait circuler en bas, dans la vallée. Or, cet itinéraire était absolument impossible à passer. On le verra tout à l'heure, mais jusqu'au XVIIe siècle, date où on a construit cette voie, en fait, c'était la voie ducale, qui passait en fond de vallée. Il a fallu plusieurs années pour passer dans cette zone-là, parce que c'était une zone humide, et c'était une zone dans laquelle il y avait d'importants éboulements qui descendaient de la montagne dans cet endroit-là. Alors, seul, à l'époque, le chanoine Ducy, dont on a déjà parlé ce matin, s'était opposé à ce tracé en disant que forcément, s'il y avait un tracé, c'était en rive gauche de l'Yerres. Donc, cet itinéraire de rive gauche, on a toujours l'Yerres qui coule ici, donc entre le Jura finissant et donc la Chartreuse. Cet itinéraire, son principal promoteur, c'était le commandant François Delannoy de Bissy. C'était une famille originaire de Chambéry, installée à Chambéry depuis le XVIe siècle. Et donc c'est une famille militaire, et il s'était particulièrement intéressé aux voies romaines. Alors pour lui, cette voie, elle passait ici, elle prenait en écharpe, ça c'est ce qu'on appelle le Mont Grêle. Vous voyez ici l'extrémité sud-est du lac d'Aiguebelette, avec le village d'Aiguebelette lui-même. Et donc, lui, la voyait passer là, surtout par cet endroit qui s'appelle Pierre Rouge, parce que Pierre Rouge, c'était une carrière de marbre qui était déjà utilisée par les Romains. Et donc, forcément, tout cet itinéraire était utilisé au quotidien pour descendre les pierres qui étaient sorties de la carrière à cet endroit. Mais la suite de cet itinéraire, à l'époque médiévale, a pris une grande importance, puisqu'elle permettait aux Chartreux d'aller jusqu'au monastère de la Grande Chartreuse en remontant le Val-de-Cou. Il faisait halte au prieuré bien nommé de Pré-Chartreux. On va y installer d'ailleurs un relais à cet endroit, et elle va devenir la voie des Allemands. Alors, la voie des Allemands, qui se prolonge, imaginez la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, qui se trouve immédiatement au-dessus, et cette voie des Allemands, passée par le pont des Allemands sur le Gué-Vif, vous savez que, ou je vous apprends, que deux Chartreuses sont issues principalement de rivières. Deux rivières qui s'appellent les Gués. Celui-ci, c'est le Gué-Vif, et plus au sud, c'est le Gué-Mort. D'ailleurs, à l'époque médiévale, on ne saura jamais, lorsque la France va prendre possession du Dauphiné en 1355, laquelle des deux frontières était la bonne. Était celle du Gué-Vif, qui est ici, ou était celle du Gué-Mort, qui était plus au sud. Pendant longtemps, donc, il va y avoir ces problèmes d'interprétation, de petites guérillas à ce propos. Et donc, les Allemands, le duc Albert II d'Autriche et les prieurs des Chartreuses allemandes de Cologne vont offrir 74 florins pour édifier
un pont dans une gorge, je puis vous assurer qu'elle est très étroite et qu'il est extrêmement dangereux de passer le Guiers, même en période estivale. Et donc on remontait vers le Pas du Fou, puis donc la Grande Chartreuse. Alors vous allez me dire, mais on ne parle pas de voie romaine là ici. Ah, oui, on ne parle pas de voie romaine, mais c'était une voie qui a été énormément empruntée, au moins jusqu'en ce point, où là il y avait ce qu'on appelle une chapelle, la chapelle Saint-Blaise, à ce carrefour, et c'était là que partaient les deux itinéraires qui constituaient la voie romaine et qui allaient vers les échelles et plus loin vers Oste. Alors l'un passait par ce qu'on appelle les grands goulets. Or, les grands goulets, qu'on appelait à l'époque médiévale Adscalas, c'était l'échelle. En fait, c'était les degrés calcaires qui faisaient 50 à 70 cm d'épaisseur et que, bien entendu, aucune bête ne pouvait franchir. Donc, il y avait une rupture de char à ce niveau, près de la grotte actuelle. Pour ceux qui connaissent, le tunnel aujourd'hui permet de s'affranchir de ce passage. Ce tunnel a été construit à l'initiative de Napoléon Ier. Et donc, la route depuis Napoléon Ier passe ici exactement. Mais donc, un autre itinéraire, une fois qu'on avait déchargé là tout ce qui était marchandises, etc., les chevaux retournaient, accompagnés bien sûr, retournaient passer par ce qu'on appelle les Chaillons. Les Chaillons, c'est aussi un autre toponyme qui indique que l'endroit n'est pas aisé à passer, mais qu'on pouvait passer avec des bêtes de bas. Donc on se rejoignait sous ce qu'on appelle le col de la voûte, et le col de la voûte permettait ensuite d'accéder à Saint-Pierre-de-Genebro. Alors, là, tout ça, c'est bien le tronçon de la voie romaine. Encore faut-il démontrer que ce tronçon de la voie romaine était le tronçon dit impérial par lequel transitait une majorité de la circulation. Or, François Bertrandi, qui était présent ce matin, c'est pour ça que je lui en ai parlé, je lui ai dit attention François, je sais cet après-midi, j'aborde un point que tu as abordé dans une étude il y a quand même un certain temps, et je ne suis pas d'accord avec toi, hein, et donc je tiens préalablement à te le préciser. Alors, ici, à Saint-Pierre-de-Genebro, François avait relevé dans son argumentaire que aux échelles, les échelles, il y a un document de 1042 hein, qui dit que on a affaire à Lavastron. Et il a dit Lavastron, la Bisconne, c'est pas loin, ça se rapproche, d'autant plus qu'il a trouvé sur le cadastre des années 1860 un lieu-dit qui s'appelle la Bisconnière. Ah, il dit Eureka, c'est bien par là que passe la voie romaine. Le problème, c'est que ce cadastre de 1860 est infirmé par la map. La map qui a été faite, en fait, 130 ans plus tôt. 130 ans plus tôt, qu'est-ce que l'on trouve à l'emplacement de la Bisconnière? Eh bien, on trouve quantité de lieux-dits, mais aucun Bisconnière. Hein? La Bisconnière, c'est effectivement une création du XIXe siècle et qui n'existait pas auparavant. D'où le danger de parfois de faire référence à un toponyme si on ne s'est pas assuré précédemment, et Dieu sait qu'on a la chance en Savoie d'avoir une mansarde, comme on le disait ce matin, très précis, qui nous permet d'affirmer cette position. À l'évidence, donc je dis, la via minime, puisqu'en fait, je ne conteste pas la présence d'une voie romaine dans cette zone, simplement je dis que ce n'était pas la voie impériale. Alors il suffit pour s'en rendre compte que vous preniez cette carte
que je vous ai montré tout à l'heure, cette carte en relief, vous positionnez le passage du col de la voûte que je vous ai mis là, vous positionnez les mains, vous positionnez à os, et vous voyez que les tronçons à vol d'oiseau font quasiment 14 000 la distance qui est notée dans les deux cas sur la table de Peutinger. Donc, on n'a pas besoin d'imaginer beaucoup qu'un tracé qui ne peut pas passer ailleurs que là, ou ailleurs qu'ici, en fait, puisse faire 14 000. C'était une évidence même. Il suffisait simplement de prendre une carte et puis de vérifier tout de suite si ou non cela pouvait se faire. En outre, l'argument qui est souvent invoqué pour un passage aux échelles, on simplifie en disant que c'est les échelles. En fait, ça passe légèrement au nord des échelles. L'argument qui est souvent invoqué, c'est celui de la moindre dénivelée. Or, je puis vous assurer que la dénivelée par cet itinéraire-là, notamment on monte au col qui se situe par là, on redescend et on remonte ici au-dessus des gorges de Chaille, puisque les gorges de Chaille également ont été aménagées au XVIIe siècle, toujours dans le cadre de l'aménagement de la route dont je vous ai parlé tout à l'heure. Eh bien, cette dénivelée, les dénivelées successives, sont de l'ordre de 750 mètres, alors que par le seul col Saint-Michel, sur lequel je vais revenir tout à l'heure, la dénivelée dépasse à peine les 600 mètres. Seul argument qui pourrait être positif vis-à-vis de cette voie, c'est que, en fait, en hiver, on passe à une altitude inférieure au col Saint-Michel. Puisqu'au col Saint-Michel, on est aux alentours de 910 mètres d'altitude. Et en fait, ici, on va passer aux alentours de 650 mètres au-dessus, près de Saint-Franc, ici présent. Voilà. Donc, cette seconde hypothèse, longtemps donc prise en compte, tant par le commandant de Vichy que par François Bertrandi, ne peut absolument pas coller avec l'itinéraire décrit dans la table de Peutinger. Troisième hypothèse, le passage par le col Saint-Michel. Donc Cognac est ici, Chambéry, les mains sont là dans la plaine, et donc cette voie romaine, dont le début est le même que celui de la Via Minime, en fait va passer le long du château de Chambéry, pour ceux qui connaissent les lieux, et puis va monter la côte des Molasses au-dessus de Cognac pour petit à petit s'élever dans les pentes orientales de Pine, et puis ensuite prendre en écharpe, sur une longueur très importante, donc le col Saint-Michel. Si on parlait ce matin des critères de tracé des voies romaines, l'un des critères, lorsqu'on s'élève, c'est la prise en écharpe. Il n'y a quasiment jamais, effectivement, de voie romaine ou de chemin romain s'élevant en lacet. C'est pratiquement systématiquement l'écharpe. C'est-à-dire qu'on essaie d'aller se positionner sur un point situé le plus haut possible, mais qu'ensuite, pratiquement d'un seul trait, on puisse prendre l'ensemble de la montagne en écharpe et arriver quasiment au sommet. Le seul endroit où effectivement on est obligé de faire quelques lacets, sous le col Saint-Michel, c'est vraiment que vous êtes dans une pente extrêmement raide, et Dieu sait qu'il y en a un parmi nous, je vais le redire tout à l'heure, qui pourra en parler plus que moi. C'est le seul endroit où on a effectivement un tracé en lacet. Alors, le Saint-Michel s'appelait à l'époque médiévale Montjoux. Alors, est-ce que c'était un Montjoux qui dérivait du mont Jovis ou simplement des Montjoie? Les Montjoie que l'on trouvait, ces grands cairns que l'on trouvait le long des grands chemins. Ça, je ne peux pas y répondre.
Et donc, je vous présente maintenant comment se faisait ce passage du col du Saint-Michel. Vous voyez, c'est donc le commandant de Bissy qui a fait ce relevé en 1920, hein, et qui a représenté les lieux. Il a d'ailleurs donné une altitude de 875 mètres au col, alors qu'en fait, bon, de tête c'est 904, hein, de tête je crois que c'est ça. C'est pas grave, ce qui est important, c'est le tracé qu'il a retenu. Alors, justement, je parlais de M. Chemin, j'ai mis vers 1970, il a fait les fouilles, mais je crois qu'il a affirmé, il m'a dit, oh non, c'était même avant, c'était dans les années 1960, hein, je crois, 65, que vous avez fait des fouilles à cet endroit et que vous aviez permis de localiser, dès cette époque, le sarcophage et la chapelle, je suppose, hein. C'est bien ça. Hein. Alors, vous l'avez fait, et j'y reviendrai tout à l'heure, avec un dénommé, c'est René Brun, Henri Brun, pardon. Oui, c'est vous René, bon, j'ai fait la confusion. Effectivement, Henri Brun était un érudit local qui habitait Bissy, pas très loin de l'endroit où nous résidons, et donc, en fait, lui, il s'était particulièrement intéressé à ça. Je ne sais pas si c'est à son initiative que vous êtes intervenu, hein, c'est bien ça. Et donc, vous avez poursuivi les travaux qu'il avait commencés, hein, et on peut dire que très vraisemblablement, moi c'est mon hypothèse, que la chapelle qui avait été édifiée, et on parle, si vous voulez, d'un hospice également, qui aurait existé à cet endroit. On avait une petite prairie là, qui était vraisemblablement un ancien bassin qui permettait quand même aux bêtes de s'abreuver. Hein. Et donc, on peut penser que cette chapelle, je reviens à la chapelle, avait dû être édifiée par l'abbaye de la Novalette, hein, qui, en quelque sorte, avait pris en charge cet itinéraire de pèlerinage. D'accord ? Alors, point important, c'est justement Henri Brun qui a fait cette photo. Qui a fait cette photo en 1922. Hein. C'est le substrat de la voie romaine. Il n'y a pas la couche de roulement. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'importance. Grosso modo, on a 4 mètres là, et on a aux environs de 5 mètres ici en hauteur. On a une section de 20 mètres carrés sur plusieurs dizaines de mètres de longueur. Ici, à cet endroit, d'ailleurs, on avait également, puisque la pente était fort importante, on avait très vraisemblablement aussi, comme sur l'autre versant, 1 ou 2 lacets avec des blocs qui font certains jusqu'à 5 tonnes. Or, le commandant de Bissy, qui avait écrit un ouvrage dans ces années-là, il n'était pas venu jusqu'à cet endroit. Cet endroit lui était inconnu. Et c'est à la suite d'une visite de Henri Brun et de cette photo qu'il a pris connaissance et qu'il a revu sa copie lorsqu'il prétendait que la voie romaine impériale passait par les échelles. Donc, elle était cachée parce qu'un peu plus haut, effectivement, dans l'intervalle, au XVIIIe siècle, si vous voulez, la voie n'était plus praticable plus haut, et donc, on avait construit la voie qui mène au col du Crucifix, pour ceux qui connaîtraient, et qui est un raccourci du col Saint-Michel. Mais cette voie, elle ignorait complètement ce tronçon. Ce tronçon qui, à l'évidence, s'était éboulé. Parce que s'il y a une caractéristique de la chaîne de l'épine, c'est que traditionnellement, elle s'éboule et elle s'éboule régulièrement. Ça, c'est une des caractéristiques, je vais y revenir tout à l'heure. Alors, imaginez que celle qu'on a considérée pendant longtemps était une voie secondaire. Vous imaginez les travaux qu'il a fallu, les mois, pour ne pas dire les années qu'il a fallu pour faire ce substrat, simplement pour obtenir une pente acceptable. Parce que le problème, c'est qu'on ne pouvait pas monter tout droit. Donc, en fait, ce grand remblai, ce grand mur de soutènement, en fait, n'était destiné qu'à limiter la pente d'accès au col. Autre élément,
qui caractérise le passage par le col Saint-Michel, et que beaucoup ont oublié, l'origine étymologique de la Bisconne, c'est relativement simple. Je veux dire, quand je suis arrivé il y a 15 ans à Vichy, à Chambéry, je me suis dit, mais attendez, personne ne s'est posé la question de pourquoi l'appeler la Bisconne. C'est tout simple. En fait, vous voyez ici, c'est la chaîne de l'Épine, avec un endroit qui s'appelle la pointe de Gratte-Cul. C'est une carte géologique là que je vous montre, hein. Chacun l'a compris. Vous voyez la zone d'éboulement, ça c'est 1 kilomètre. Depuis la crête qui est ici. Éboulement qui va même sur l'Épin. L'église et le centre de l'Épin-de-Lac aujourd'hui est construite sur un éboulement. Tout simplement, les ingénieurs romains s'étaient rendus compte que la montagne de l'Épine s'éboulait et elle continue à s'ébouler. Il y a 2-3 ans, à l'entrée du tunnel de la voie ferrée, en fait, il y a eu un éboulement. Et donc, tout simplement, à cette époque-là, et précédemment l'arrivée des Romains, on savait que ça tombait. Donc, l'idée, c'était d'appeler cet endroit, non pas l'Épin, comme aujourd'hui, mais en fait, la Bisconne, puisqu'en latin, glisser, s'écouler, ça se dit l'abesco, ou l'éboulement, ça se dit l'abina. On est loin du lavastron évoqué tout à l'heure. Hein. Vous comprenez que là, on a bien affaire à la même racine, alors qu'aux échelles, on en était loin, à l'évidence. Et la Bisconne, on peut dire que la Bisconne et l'Épin-de-Lac sont bien les deux mêmes sites. Alors, vous avez vu que j'ai noté ces chiffres-là, ce sont les millières, tout simplement. J'ai relevé le tracé, et puis, alors la zone qui est aujourd'hui empruntée, la zone, elle passe par ici c'est le col, on redescend, on arrive ici, et la voie qui a été construite au XVIIIe siècle, elle passe là. Mais, auparavant, sous les Romains, elle passait là. C'est là qu'il y a ce fameux remblai en bloc cyclopéen de 4-5 tonnes que je vous ai montré tout à l'heure. C'est toute cette zone qui n'était plus utilisée que j'ai mis en pointillé là, parce qu'elle n'existe plus. Elle est partie dans la pente. Alors, ce qui est important de noter, c'est qu'on arrive bien à 14 000 depuis les mains, on arrive bien à 14 000 à la sortie ouest de l'Épin-de-Lac, et que, entre parenthèses, c'est là que se trouve une embase campaniforme en base milliaire, elle est juste située à cet endroit, et qu'à 3000 de là, à l'endroit qui s'appelait la Grange du Trieux, à 3000 exactement, c'est pas moi qui l'ai invité, on avait bien, effectivement, cette appellation Trieux, parce que c'était à 3000 exactement de la fin du temps. Enfin, je termine, je me situe à l'embase campaniforme de la sortie ouest du village de l'Épin-de-Lac, de la Bisconne, et puis, donc, je fais le tracé qui mène à Os. Alors, il y a un problème important là. Tout à l'heure, le problème c'était le passage de l'Épine. Là, c'est le passage du Mont-Tournier. Donc, la seule faiblesse qu'il y a dans le Mont-Tournier, c'est l'émissaire du lac des Pelets, qui s'appelle le Thiers, et qui passe ici, et qui arrive à l'Abridoire. Je crois qu'il y a une personne parmi nous qui est originaire de l'Abridoire, si j'ai bien entendu ce matin, et effectivement, le 4e mille était bien implanté juste à l'Abridoire. Et là, ensuite, elle suit le Thiers, tout simplement, et pratiquement en ligne droite, rejoint Os, en passant au préalable, pour ceux qui connaissent, ici, elle passait, je me situe bien, ici c'est le passage du pont du Boutet. Pour ceux qui connaissent, où les piles, enfin les blocs qui ont constitué les piles du pont, c'était un pont mixte avec des piles
en bloc grosso modo d'1 mètre cube de calcaire, et par contre, le pont était constitué d'un platelage en bois. Donc il n'en reste plus rien. Mais les piles sont bien effondrées dans le cours du Guiers. Alors, je termine en disant, comme il y a certains tenants toujours d'un passage par Novalaise, hein, je n'ai pas refait encore l'ensemble de l'étude, mais je peux vous assurer que Novalaise se situe en 11 000 d'Augustum et à 16 000 de Lémagne, ce qui ne fait toujours pas notre compte de 14 et 14 000, comme c'est prévu dans la table de Petite-Guerre, puisque j'entends souvent dire qu'il y a beaucoup d'erreurs dans la table de Petite-Guerre. Il n'y en a pas tant que ça, à mon avis. Voilà, je vous remercie. Essayez de me dire de quoi